Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez Sud FM, c'est l'heure de la grande édition de Sud Nuit, dont voici les titres. Projet de loi de finances rectificative 2025, l'Assemblée nationale adopte 130 milliards de francs CFA de recettes à moins par rapport aux différentes projections de la LFI. Le ministre des Finances, Cheikh Diba, s'explique pour lui la restauration. Cette loi restaure la transparence et la sincérité budgétaire. Pour l'économiste Babacar Gueye, cette baisse des recettes était prévisible au regard des chocs extérieurs et l'arrêt de certaines activités commerciales, notamment économiques. Pour relancer, l'économiste préconise la réduction du train de vie de l'État. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis le CELS de son côté salue le vote de la LFR. Le secrétaire général du CELS, Hamidou Djemé, espère voir la situation des enseignants décisionnaires, en tout cas prise en compte par cette LFR. Et puis la famille de Seydina Ababakar Ndiaye est dans le désarroi. Elle sera d'ailleurs dans la rue ce dimanche. Le jeune homme est toujours porté disparu depuis un peu plus d'un mois. Sa sœur s'explique dans ce journal. C'est tout pour les titres, le développement dans un instant. Malamine Mané. Sud Nuit, ça va comprendre. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je vous disais en titre, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi de finances rectificative, 130 milliards de recettes à moins. Le document revoit ainsi les prévisions initiales de recettes en baisse et l'État ainsi qu'elles sont ainsi désormais fixées à 4 884,3 milliards de francs CFA contre 6 014 milliards selon la projection de la LFI 2024. Suivons les explications du ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba. Nous avons travaillé à aligner autant que faire se peut, en attendant d'arriver à la finalisation de ce travail sérieux qui va déboucher sur la mise à jour des projets annuels de performance et des documents de programmation pluriannuelle des dépenses. Le budget, vraiment, c'est une méthodologie, une méthode, une technique qui permet après, au moins, quand tu exécutes, si tes objectifs stratégiques sont vraiment alignés à tes actions et activités, qui te permettent d'impact. Véritablement, voilà le travail qui est en train de se faire. Et la loi de finances rectificative implémente ce travail. Les investissements publics financés sur ressources internes ont baissé, c'est vrai, nous l'assumons. Nous l'assumons, ça a baissé. Lu tax mu baissé junni lañ am juróom-ñetti téeméeri financé nañ ko ci ay investissement projet yoo xam ne démarré na ak ay partenaires étrangers. 200 wala ñaar téeméer moo la dese pour sa junni. nga xam ne ñaar téeméer yooyu ci ressources internes yi nga ko mën a lijjante parce que ressources externes yi def nga say convention de financement am ay engagement vis-à-vis des partenaires ba ñu commencé liggéey boobu. En attendant d'identifier les projets qu'on peut décélérer. Et à chaque fois qu'on aura des résultats, nous n'hésiterons pas à les internaliser dans le dispositif et à revenir ici. Donc apprécions ce que nous faisons, les efforts que nous faisons. Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, qui précise d'ailleurs que cette loi de finances rectificative vise à restaurer la transparence et la sincérité budgétaire. Et puis, loi de finances rectificative, recette revue à la baisse. L'économiste Babacar Gueye estime que cette situation était prévisible au regard des chocs extérieurs, mais également l'arrêt de certaines activités économiques. Il préconise d'ailleurs la réduction du train de vie de l'État comme l'un des leviers de la relance de l'économie. Écoutons les précisions de Babacar Gueye. Un bon économiste, c'était prévisible quand même, dans la mesure où, moi je me rappelle très bien, j'avais même fait une note adressée au gouvernement en disant que vous avez trop mis l'accent sur les recettes hydrocarbures alors que nous connaissons tous les chocs qui peuvent exister dans ce milieu. Donc à tout moment, les chocs peuvent intervenir, ce qui va faire chuter carrément les recettes. Donc c'est arrivé. Aujourd'hui, avec les chocs qu'on a entendus partout dans le monde, vous avez vu que les recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures ont été revues à la baisse. Au niveau interne aussi, il faudra comprendre que jusqu'à présent, on n'arrive pas à mobiliser des ressources internes. Donc là aussi, ça pose énormément de problèmes. Aujourd'hui, on parle
un peu du relance de l'assiette de la pression fiscale qu'on veut pousser jusqu'à 20% et jusqu'à présent on est entre 18 et 19. Donc ce sont des choses que nous vivons et que nous constatons, ce qui a fait aujourd'hui que le gouvernement veut carrément revoir à la baisse les recettes et normalement ça doit passer par une loi de finances rectificative. C'est dans l'ordre normal des choses. Moi je l'ai toujours dit, le Sénégal a une économie qui est assez spéciale, c'est-à-dire nous avons une économie de marché, une économie qui est régulée par l'offre et la demande. Donc, il faudrait qu'il y ait de l'activité économique dans ce pays-là. Le pays a besoin d'activité économique. Et aujourd'hui, le gouvernement, quand il est arrivé, vous vous rappelez bien, il a fait ce qu'on appelle des décrets de cessation d'activité dans certains secteurs. Et c'était une erreur monumentale. Je ne sais pas qui les avait conseillé cela, mais c'était une erreur monumentale. Vous avez une économie qui n'est pas assez résiliente par rapport au choc exogène. Ce que vous pouvez faire, c'est dynamiser cette économie à la base, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une activité économique assez puissante. Maintenant, au regard de la situation actuelle, il n'y a qu'une seule voie salvatrice. C'est quoi? La diminution des trains de vie de l'État. Nous avons un gap de financement et cette gap de financement est réel. Le besoin d'argent est réel au Sénégal. Le gouvernement en a fortement besoin. Et pour ce faire, les leviers ne sont pas au taquet. Par exemple, la dette, on ne peut plus en toucher. L'épargne nationale, ça n'existe quasiment, c'est quasiment nul. Donc, il vous reste un seul levier assez important, c'est-à-dire essayer de diminuer le train de vie de l'État. Et puis justement, loi de finances rectificative, le CELS de son côté jubile et espère enfin voir leurs revendications relatives à la situation des décisionnaires prises en compte dès le Conseil des ministres prochain. Amidou Diédhiou estime que la mise en application du décret ne cesse de perdurer. Écoutons les précisions du secrétaire général du CELS, Amidou Diédhiou. Nous applaudissons ce vote de la loi des finances rectificatives. Nous applaudissons parce que simplement, au courant du mois de mai, lors d'un conseil des ministres, après 1001 plaintes, complaintes et revendications de l'organisation syndicale et du CELS, le gouvernement du Sénégal s'est engagé à partir d'un conseil des ministres à prendre des dispositions. Le gouvernement a promis alors aux Sénégalais, aux enseignants, mais promis de prendre des dispositions pour que la situation des enseignants décisionnaires soit prise en compte du point de vue aspect financier au prochain vote de la loi des finances rectificatives. En clair, il s'agit de dire que nous allons faire en sorte que les implications financières liées à la signature des décrets 2006-392, 74-347 relatifs aux problèmes des décisionnaires, nous allons faire en sorte, nous, gouvernement, que les incidences financières soient prises en compte par cette loi des finances rectificatives. Maintenant que la loi elle-même est votée, les Sénégalais qui ont suivi cet engagement, les enseignants qui attendaient avec impatience ce moment du vote de la loi, applaudissent, mais rappellent au gouvernement cet impératif de faire en sorte qu'au prochain Conseil des ministres, et dans les jours qui suivent, conformément à cet engagement, conformément aux enjeux, conformément à la complexité du problème, que ces décrets soient signés. Nous le rappelons parce que chaque jour que Dieu fait, chaque mois, mais alors, les décisionnaires partent à retraite avec détresse, avec un espoir brisé, mais avec désolation, parce que simplement, nous avons accompli pleinement le devoir, pendant qu'à côté, l'État aura failli à cette mission qui devrait consister à rétablir cette injustice sociale. Mais encore que c'est un engagement qui est pris sur la base d'un accord qui a été conclu entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement le 13 janvier 2025. Sud FM, l'info, c'est ici. Et puis je vous lisais en titre, affaire Seydina Ababakar Ndiaye, du nom de ce jeune homme porté toujours disparu depuis un peu plus d'un mois. Jusque-là, pas de signe de vie, encore moins de traces laissées. Sa famille s'inquiète du silence jugé insupportable. Dans le désarroi, ses proches organisent un rassemblement ce dimanche pour tenter de relancer les recherches et appellent les autorités à leur venir en aide. Écoutons les précisions de Aïssatou Ndiaye. Elle est la sœur de Seydina Ababakar Ndiaye, toujours porté disparu. Bon, ce rassemblement est organisé pour relancer la mobilisation autour de la disparition de mon frère Seydina Ababakar Ndiaye depuis le 26 mai 2025. Il a été vu pour la dernière fois entre les mains des sapeurs-pompiers, mais depuis, aucune trace de lui, aucun signalement crédible. Donc aujourd'hui, nous refusons le silence. Ce rassemblement vise à rappeler à tous que Seydina manque toujours à l'appel
et que chaque jour sans lui est un jour de trop. Ce que nous attendons des autorités, c'est que la disparition de Seydina Ababacar Ndiaye soit prise au sérieux, que les sapeurs-pompiers impliqués soient enfin entendus, qu'une enquête indépendante et rapide soit ouverte. Vraiment, c'est un cauchemar. Nous vivons dans la douleur, la peur, l'incompréhension. C'est une famille brisée, une mère qui ne dort plus, un père effondré et des proches qui se battent chaque jour dans l'angoisse. Donc, ce silence est insupportable. Il faut que les autorités nous aident. Et puis parlons du climat tendu à l'agence CNCSU. Le collectif des agents du bureau CSU, techniciens supérieurs en informatique et agents de promotion en mutuelle de santé dénonce un recrutement opaque et injuste de la direction de l'agence sénégalaise pour la couverture sanitaire universelle. Le collectif interpelle ainsi l'État du Sénégal et compte entamer une bataille judiciaire. Écoutons Fabi Ramachor, il est le chargé de communication du collectif des agents des bureaux CSU, joint au téléphone par Adama John. Donc, comme vous le constatez, nous interpellons solennellement le gouvernement du Sénégal face à la forfaiture en cours à la CNCSU, Agence sénégalaise pour la couverture sanitaire universelle. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le DG? Le directeur général et son cabinet Socium ont foulé aux pieds les droits fondamentaux des travailleurs, notamment les agents de promotion des mutuelles de santé, les agents de bureau semi et les techniciens supérieurs en informatique. Tous ces travailleurs sous contrat en cours cumulent entre 4 et 8 ans de loyaux services. Posons-nous la simple question, par quelle alchimie donc peut-on lancer un appel à candidature dans le seul but de remplacer des agents toujours en fonction au mépris de leur contrat pour installer des militants politiques à leur poste? C'est pour cela que nous dénonçons avec la dernière énergie cette injustice manifeste et nous sommes prêts à entamer une bataille judiciaire pour que les droits des travailleurs soient rétablis et que la légalité soit respectée. Et puis parlons du lancement du programme de digitalisation dans la distribution des semences et intrants à Tivaouane, en département Test. L'État appelle ainsi les producteurs à refuser les semences et intrants de mauvaise qualité. Une invite aux fournisseurs pour la réussite de cette phase test. Écoutons les précisions de Babacar Sow. Lancement de la campagne de digitalisation dans la distribution des semences et intrants à Tivaouane, un département test. Une réunion s'est tenue entre les acteurs autour de la question. Occasion pour le secrétaire d'État chargé des coopératives et organisations paysannes de se pencher sur l'importance de cette digitalisation, non sans appeler les producteurs à ne pas accepter les intrants et semences de mauvaise qualité qu'on leur propose. Alphaba s'en explique. Si on vous donne des semences qui ne sont pas de qualité, de grâce, laissez les semences sur place, informez les services déconcentrés, informer les autorités administratives et ils prendront toutes les dispositions en collaboration avec la direction de l'agriculture, avec l'association des opérateurs privés semenciers pour que les correctifs nécessaires soient apportés pour que vous ayez les semences qu'il faut. Et ça, je parle sous le contrôle du président Modou Fall. Je pense que nous avons tenu beaucoup de réunions avec les opérateurs et eux-mêmes, ils se sont engagés. À chaque fois qu'ils distribueront des semences et que les bénéficiaires jugent que ces semences ne sont pas de qualité, ils sont dans les dispositions à les remplacer. Une réunion présidée par le préfet du département de Tivaouane qui en a profité pour revenir sur le challenge du département de Tivaouane qui a été choisi parmi tant d'autres, mais aussi sur l'implication des forces de défense et de sécurité pour la réussite de cette campagne. La satisfaction du département de Tivaouane pour le choix qui a été porté sur lui en tant que département test pour la digitalisation du processus de distribution des intrants agricoles. Le département prend cela comme un challenge, comme un défi à relever. Et je puis vous témoigner de la mobilisation de l'ensemble des acteurs, de toutes les familles, en tout cas d'acteurs, pour que ce choix-là soit couronné d'un très grand succès. La FENOPS ST, au nom des producteurs et fournisseurs, a profité de cette réunion pour appeler les producteurs à distribuer aux paysans de bonnes semences pour la réussite de cette digitalisation, pour une clarté mais également une transparence dans cette opération. Modou Fall, président de la FENOPS ST. Commission yi lañ ñu booleel ñooy réceptionné ñooy certifié donc maa ngi ñaan ñëpp nag ñu def li nga xam ne moom le gouvernement bëgg semence bu rafet bu baax bu sell. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM.
Et puis, baccalauréat 2025 à Saint-Louis, l'heure est aux révisions pour plusieurs candidats au baccalauréat général de cette année. Ces derniers prennent d'assaut le lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall et Charles de Gaulle pour revoir leurs leçons au programme. Il s'agit pour la plupart d'élèves en classe de terminale S2, bien que certains d'entre eux nourrissent un stress, mais n'empêche qu'ils ont tous espoir qu'ils décrocheront leur sésame. Saint-Louis, précision de Yves Tendé. À quelques jours seulement des épreuves du baccalauréat général, ces candidats trouvés en pleine révision au lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall, ex-Faidherbe, sont appelés à ne négliger aucune de leurs leçons figurant au programme. Le conseil que je leur donne est de bien réviser leurs leçons, regarder les applications, refaire le TD fait en classe. Lui, c'est Mouché Ndiaye, leur encadreur qui a réuni des élèves en classe de terminale S2 pour corriger ensemble l'épreuve du bac 2015. Si on n'a pas l'équation d'oxydation, on demande de sortir les couples. Mais pour sortir les couples, que faut-il faire? Il faut écrire d'abord les demi-équations électroniques. Pour Awa Ndiaye, élève en classe de terminale S2, cette matière n'est pas à négliger car étant une dominante. Déjà, c'est notre matière dominante et c'est coefficient 6. Du coup, on doit bosser dur pour mettre le paquet sur la matière. Non loin de là se trouve un autre élève en classe de terminale S2 au lycée Charles de Gaulle. Lui préfère réviser seul et prépare activement cet examen du baccalauréat. Je suis en train de réviser PC parce que ça fait partie de mes matières dominantes. Du matin jusqu'à 18h, je révise PC aujourd'hui. Demain, du matin jusqu'à 18h aussi, je révise maths. Les soirs et les logos de 5h à 6h, je révise les matières littéraires. Tous ces candidats rencontrés avouent ressentir un peu de stress qu'ils tentent de gérer. Le stress ne manque pas du tout. Mais bon, comme on a tous confiance en nous, on se dit que voilà, on peut le faire. Oui, on gère parce que nos grands frères, les professeurs nous conseillent vraiment et on respecte les conseils. Cependant, ils ont tous espoir qu'ils décrocheront le sésame qui leur ouvrira les portes des universités sénégalaises, voire celles du monde entier. Yves Tendeng, Saint-Louis, Sud FM. Et puis toujours dans l'éducation, l'école polytechnique de Thiès abrite un symposium interdisciplinaire couplé au doctoral de 3 jours sous le thème les sciences au service du développement durable. L'innovation de ces journées d'échange et de réflexion et la co-organisation entre l'école polytechnique de Thiès et l'ENSA, la transition énergétique et la souveraineté agricole sont deux sous-thèmes au menu. Professeur Mamadou Wade est le directeur de l'école polytechnique de Thiès. Suivons ses précisions avec Babacar Ndao. Il faut savoir que depuis quelque temps, l'EPT s'est inscrit dans une dynamique de mise en œuvre de son plan stratégique de développement. Un des axes forts, c'est le renforcement de la recherche et de l'innovation. Passe nécessairement par l'organisation d'activités pareilles. Dans ce sens que depuis 3 ans, d'ailleurs, on avait initié ce genre d'événement, mais la particularité de cette année, c'est que ce symposium est co-organisé avec une école sœur, l'École nationale supérieure d'agriculture. Donc c'est un symposium qui va se dérouler sur 3 jours. Donc avec une particularité majeure aussi, c'est que le 3e jour est réservé à ce qu'on appelle les doctorats. Le symposium de cette année porte sur 3 thèmes majeurs: la souveraineté des données à l'ère du numérique, la transition énergétique comme vecteur de développement durable et l'innovation agricole comme vecteur de souveraineté agricole. Le choix des thèmes n'est pas fortuit parce que ça rentre en ligne droite par rapport à ce qu'on sait faire le mien nos 2 institutions, c'est-à-dire la formation et la recherche dans ce domaine. Pour qui connaît l'EPT, elle a beaucoup évolué et a beaucoup fait dans le domaine de la formation pour tout ce qui tourne autour du numérique, de l'énergie, et l'ENSA aussi de par ses compétences avérées dans le domaine de l'agriculture aussi. Le choix de ces 3 thèmes n'est pas fortuit, donc c'était une manière pour nos 2 institutions de mettre en synergie notre savoir-faire, nos compétences pour accompagner le ministère, l'État du Sénégal en particulier dans l'atteinte de l'agenda de développement durable. Et ce qui est assez intéressant, c'est que voilà, les 3 thèmes qui ont été développés nous permettent après de sortir des conclusions qui non seulement ne vont pas dormir dans les tiroirs, mais pourront être mises à contribution via le ministère de l'Énergie, mises sur la table des décideurs pour au moins proposer des solutions par rapport à l'agenda, se profile en perspective par rapport au respect des objectifs de développement durable. Un autre point important, c'est les doctorales. L'école doctorale a été créée il y a 2 ans, on en est à la 2e promotion, et pour nous, ces genres d'activités contribuent au renforcement et au rayonnement de l'EPT à travers la recherche. Donc c'est pourquoi ce 3e jour est consacré spécialement aux doctorants qui viendront dans le cadre de panels et de présentations nous faire l'économie de leurs travaux de recherche, mais aussi de l'état d'avancement de leurs travaux et des perspectives qui sont par rapport à ce qui est plus intéressant, c'est les rencontres avec les partenaires, les échanges. Et quand je dis partenaires, c'est des partenaires institutionnels, académiques, mais aussi industriels. Donc c'est en ce sens que c'est intéressant et que les travaux qui vont être présentés le sont au devant d'un public assez divers, mais aussi les discussions qui auront lieu pourront nous permettre au moins de sortir ce qu'on appelle des perspectives par rapport à d'autres axes de collaboration et de recherche. C'était la réaction de professeur Mamadou Wade, il est le directeur de l'école polytechnique de Thiès. Et puis journée de consultation gratuite en psychosocial aux pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Kaolack organisée
par le Revocap. D'autres spécialistes ont aussi pris part à cette journée. C'est pour améliorer les conditions de vie carcérale. C'est une initiative du réseau des volontaires communautaires en appui au personnel de santé Revocap qui compte assurer ainsi le suivi. Écoutons Dr Ibrahim Fall, directeur exécutif de Revocap au micro de Ibrahim Ndiaye. Psychiatrique et psychosocial, parce qu'on sait que le milieu carcéral est un milieu avec beaucoup de stress. Et vraiment nous, avec l'équipe de spécialistes, de psychiatres, de pédopsychiatres et d'autres spécialités médicales, on est venu vraiment appuyer un peu ce que l'administration pénitentiaire fait déjà dans la prise en charge de ces détenus. Mais également, on est venu avec des spécialistes en gynéco et on va faire en plus de la consultation gynéco un dépistage pour les dames des cancers du col et du sein. En plus de ça, il y a une consultation de dermatologue. On est venu avec une équipe de dermatologues. On est également venu avec un orthopédiste et avec des médecins généralistes. Et vraiment, on espère qu'à l'issue de cette journée, en tout cas, on pourra peut-être en tout cas contribuer à l'amélioration de la santé de la population carcérale. Le Revocap, effectivement, est en partenariat avec d'autres organisations de la société civile, notamment le CODEV, le collectif des volontaires, Ndiafat Volontaire, qui est une organisation au niveau local à Kaolack. Il y a les volontaires des Nations Unies et il y a le PNUD. Donc, effectivement, avec nos partenaires, on est venu également avec des dons en matelas, en couverture, en matériel en tout cas de soins et matériel en tout cas qu'on peut utiliser dans ce milieu carcéral. Et donc c'est un matériel qu'on a jugé utile dans ce milieu-là et qui pourra quand même améliorer les conditions et le bien-être de ces pénitences. C'est surtout le suivi, parce qu'il ne s'agit pas exactement de venir juste faire une constatation et de partir, mais c'est surtout d'assurer le suivi. Le premier pas, c'est déjà faire de telle sorte que toutes les prescriptions qui seront en tout cas faites dans le cadre de cette journée, que ces médicaments soient disponibles. Donc ça, c'est la première étape. L'autre étape, c'est que sûrement en tout cas des pathologies vont être décelées et donc on va appuyer un peu l'administration pénitentiaire dans le suivi de ces pathologies. Ça se fait déjà. Et vraiment, nous, on va contribuer à faciliter un peu le suivi, à faciliter un peu les rendez-vous, parce qu'on sait que parfois c'est un peu difficile d'accès à ces spécialistes-là, et donc on va faciliter le suivi. Et les nouveaux cas qui vont être décelés, qui vont être diagnostiqués, on les mettra en rapport avec ces spécialistes de la région, en tout cas au niveau local, qui vont continuer le suivi. Malamine Mané. 22h25, c'est la fin de cette édition, donc voici le rappel des titres. Projet de loi de finances rectificative 2025 adopté par l'Assemblée nationale, 130 milliards de recettes en moins par rapport aux projections de la loi de finances initiale. Vous avez suivi les précisions du ministre des Finances, Cheikh Diba, qui parle de restauration de la transparence et de la sincérité budgétaire. De son côté, l'économiste Babacar Gueye estime que cette baisse des recettes était prévisible au regard des chocs extérieurs et l'arrêt de certaines activités économiques. Pour relancer ainsi l'économie du pays, il préconise la réduction drastique du train de vie de l'État. Vous avez suivi sa réaction dès le début de ce journal. Et puis le CELS de son côté salue le vote de cette LFR. Son secrétaire général Amidou Diédiou espère voir la situation des enseignants décisionnaires s'améliorer, notamment avec la prise en charge de leurs revendications. Et puis la famille de Seydina Ababakar Ndiaye dans la rue ce dimanche. Le jeune homme est toujours porté disparu depuis un peu plus d'un mois. Sa sœur Aïssatou Ndiaye appelle l'État à réagir. Mesdames, Messieurs, ce qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie et travaillons à la beauté des choses.